Bonjour, mon nom est Mike Seviano, je suis libraire de la section adulte à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables dans la section littérature québécoise. C'est le mois de mai, c'est pour les incontournables du mois de mai, c'est le mois de mai et il semble avoir, comme toujours, une certaine forme de passion pour la poésie. Beaucoup de poésie, je vais vous en montrer, il y avait beaucoup d'autres titres, je vais vous montrer certains incontournables selon moi. C'est effectivement le mois de la poésie, tout ça, donc il y a peut-être des trucs qui pourraient être intéressants à ajouter à vos tablettes. Premier titre, c'est Pourquoi meurent les jardins d'Éloïse Demers-Pinard aux éditions Norrois. Une belle poésie. Je ne sais pas si vous êtes toujours vous avez des demandes, s'il y a des membres qui sont intéressés par certains livres de poésie, tout ça. Il y a beaucoup de demandes dans les librairies, tout ça. Ça pourrait être intéressant. Une belle poésie simple, bien écrite, détaillée, avec vraiment plein de petites touches de douceur. Il y aurait quelque chose à voir dans ça. Une poésie très jeune, très actuelle, mais en même temps bien écrite, vraiment intéressante. Musique également, du côté de Stéphanie Tremblay à La Peuplade, le travail d'une autrice, poète, qui a pris un paquet de photos il y a plus de 25 ans, lorsqu'elle était plus active sur la scène punk montréalaise. Elle va chercher ces photos-là et 25 ans après, elle décide d'en faire un recueil de poèmes, un genre de retour sur le passé. À partir des photos, donc à l'intérieur du livre, vous allez avoir, je vous le montre là, ici, des photos qui seront intégrées, des photos prises à l'époque et qu'elle va, oui, commenter, mais qu'elle va intégrer dans son processus poétique. Peut être intéressant, le travail poétique est beaucoup plus cru, beaucoup plus franc, beaucoup plus parlé, je dirais, que le précédent, qui avait une formule littéraire poétique plus avancée, mais ça peut aller chercher un certain groupe de lecteurs, peut-être encore une fois, certains lecteurs un peu plus réticents vers le roman, tout ça. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Je vous parle de Claudine Bertrand, Au milieu de la pénombre. Peut-être que vous aurez certains membres, certains lecteurs qui seront intéressés. Elle vient de recevoir le prix Gonzo pour l'ensemble de son œuvre poétique. Prix qui est remis au Festival des Grands Voyageurs, des Étonnants Voyageurs. Donc, ça peut être intéressant de passer à travers toute cette œuvre-là. Mais peut-être à partir milieu de la pénombre, une écriture poétique minimaliste, précise, qui explique, qui démontre un peu la recherche du sens humain, vraiment dans le sens très général. Claudine Bertrand écrit comme une pointilliste, je dirais. C'est des petites touches, c'est des petites pointes. C'est une œuvre très vaste, bien sûr. On peut commencer par ici, c'est son plus récent. Et puis, c'est quelqu'un maintenant d'incontournable qui enseigne la poésie, qui fait des ateliers de poésie, tout ça. Elle connaît bien le milieu et elle l'applique très bien. Claudine Bertrand, Au milieu de la pénombre, aux éditions L'Hexagone. Incontournable, Jean-Marc Desjans, avec Quelques enfants sauvages chez Poète de Brousse, encore un autre recueil de poésie. Jean-Marc Desjans est incontournable, bien sûr, à chaque fois qu'il sort un recueil de poésie. Encore une fois, celui-ci, un travail de poésie, mais vraiment intéressant. Vous savez, des fois, on lit de la poésie et on se demande, bon, est-ce qu'il y a où le travail? On a l'impression que c'est des lignes qui ont été jetées sur la page. On sent le travail. On sent le travail, mais c'est pas pénible au niveau de la lecture. C'est beau. Les images ressortent énormément. C'est extrêmement graphique, c'est visuel. Tout en abstrait et tout en beauté visuelle. Une superbe couverture, bien sûr. Si vous voulez garnir votre section poésie, je sais que des fois dans les bibliothèques, les sections poésie sont parfois un peu délaissées, puis on retrouve certains titres qui datent un peu. Ben, si vous voulez un peu regarder ça, le nouveau Jean-Marc Desjans au Poète de Brousse, Quelques enfants sauvages, est vraiment à considérer. Il y a... J'en parle rapidement à distance, un exercice de style. Vraiment ça, c'est un collectif, un exercice de style qui a été fait, où on avait demandé à des gens, à partir de Facebook entre autres, on avait demandé à des gens d'écrire des textes à partir de conditions et à partir de thématiques. Alors vous voyez, je vais à l'arrière, il y avait des thèmes et il y avait des contraintes. Je parle exemple le thème de les autres, le style était libre. Le thème en équilibre, il fallait inclure une citation. Et le thème, exemple, je ne sais pas, l'interdiction. Alors à ce moment-là, la contrainte était écrire un dialogue.
Parfois, il y avait un style libre, mais il y avait toujours un thème. Et à la fin du livre, on nous donne des pages blanches pour nous également faire le travail de ces différents thèmes et contraintes. Donc, un paquet de gens qui ont envoyé des textes et on a fait une sélection et on a retenu certains textes et on les met en évidence. C'est toujours intéressant de regarder, de lire des livres qui sont travaillés à partir de contraintes. L'écriture est une contrainte, on pense une grande liberté, mais cette liberté-là, elle est énormément balisée. C'est intéressant, ça donne toujours un résultat très inégal, parce que c'est un collectif, on s'entend, je le mentionne toujours, mais il y a cet effort de création, cette volonté de pousser l'écriture différemment, de trouver des styles, des méthodes, tout simplement de favoriser l'écriture. Et ça, c'est des exercices qui sont intéressants. Puis des fois, et là, je le mentionne parce que c'est toujours intéressant, souvent, dans ce genre de collectif-là, avec ce genre d'exercice de style populaire, appel à la population, à l'écriture populaire, des fois, il y a des noms qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne connaît pas. C'est pas grave, lisez-les, parce que peut-être ces noms-là, vous allez les reconnaître dans quelques années et vous serez bien content d'avoir lu dans distance les premiers textes, les premiers poèmes, ceux classés en poésie de certains auteurs et certaines autrices. Distance, c'est un collectif aux éditions Quartz. Nous, le lac. Nous, le lac d'Emmanuel Tremblay aux éditions Norrois. C'est un recueil de poèmes sur l'identité, sur le retour sur soi, sur le retour sur le passé, sur la mémoire. La particularité de ce recueil-là, c'est qu'il se lit tout en douceur. Mais ce sont des poèmes qui sont doux, qui sont enveloppants, qui sont frappants, qui peuvent être parfois, qui peuvent heurter, oui, la lecture. Pas la compréhension, pas au niveau de la compréhension, mais au niveau de l'assimilation. Le texte qui est là, j'ai accroché mon micro, je m'excuse. Le texte qui peut venir. En même temps, nous, aller chercher un peu nos propres souvenirs, nos propres mémoires, nous ramener nous-mêmes dans le passé, mais la douceur, la qualité de cette douceur, je dirais, il y a une tendresse dans l'écriture du poème. Il y a une tendresse dans les poèmes, mais une tendresse dans l'écriture. Et quand on lit beaucoup de poésie, on décèle ces éléments-là. On décèle vraiment quand l'écriture est vraiment violente, quand l'écriture est tendre, quand l'écriture est amusée, quand l'écriture est douce. Ici, il y a une écriture tendre. Pas une écriture de la tendresse, une tendre écriture du poème. Nous, le lac, Emmanuel Tremblay, aux éditions Norrois. Je vois piger en dessous un livre que j'avais mis de côté. Écoutez, on va en parler. Denise Desautels qui se retrouve chez Folio, chez Gallimard, faut le mentionner. L'angle noir de la joie. Il faut parler de cette autrice-là, de cette poète Denise Desautels qui est extrêmement importante. Le livre est incontournable, elle est incontournable. Je ne peux pas parler énormément parce qu'on a une petite capsule puis on aurait beaucoup à dire. Je peux juste me permettre de vous faire 2 petites lectures très rapides et vous allez sentir, vous allez saisir l'importance, l'obligation de prendre ce livre de votre côté. Sauve-moi quand il n'y aura vraiment plus d'étoiles. Et de l'autre côté, il y a quelque chose où c'est écrit. Parfois c'est doux, parfois on mentionne ce fait. C'est doux à celle qui est là. On insiste, rappelle-toi, un ciel très noir ou bien il neige. C'est à lire. C'est Denise Desautels, c'est incontournable, c'est rendu chez Folio, dans la collection, pas Folio, mais dans la collection Poésie, chez Gallimard, pardon, à la NRF, L'angle noir de la joie. Vous devez avoir ce titre-là sur vos tablettes, on va bien sûr vous le demander. On passe du côté des récits. Il y a quelques titres qui sont intéressants également, en commençant par Catherine Etier, une femme extraordinaire chez Stanké. Le récit, bien sûr, d'une femme qui fait beaucoup d'achats compulsifs, qui accumule beaucoup et qui, bien sûr, cette attitude-là, cette action-là, renferme plein de choses, plein de malaise, plein de soucis intérieurs, tout ça. Donc, c'est écrit du point de vue de ce personnage-là, qui essaie de comprendre, qui essaie de saisir un peu cette pulsion, cette compulsion, et qui est écrit d'une façon très franche, très directe, peut-être avec certaines phrases un peu longuettes,
pour certains lecteurs qui peut-être aiment un peu plus de brièveté dans l'écriture, il faut assimiler, il faut vraiment bien saisir le texte, tout ça. Mais il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants, qui peuvent aller chercher justement. Des fois, quand on a l'occasion de parler de certains traits, des fois moins connus, ou que l'on n'ose pas trop aborder publiquement, ce genre de sujet-là, mais c'est intéressant de retrouver un livre qui peut en parler et qui peut pas déculpabiliser, pas aller faire une thérapie tout simplement, juste pour créer un écho, créer un miroir de la part des lecteurs et ou des lectrices. Donc, Une femme extraordinaire, Catherine Etier, chez Stanké. Les morcellements, Mélanie Boilard chez Tête Première, l'histoire d'un ventre qui grossit, l'histoire d'une grossesse et toute la réflexion sur la grossesse. C'est pas le premier livre que je vous présente sur la maternité, sur la grossesse. Il y a énormément de livres qui s'écrivent depuis quelques temps. C'est pas une mode nécessairement. On pense, certaines personnes peuvent dire, ah ben là, il y a une mode. C'est pas nécessairement une mode. Je pense que là, il y a une ouverture, il y a un besoin, je dirais une nécessité. Ce livre-là fait partie de la nécessité. Les morcellements de Mélanie Boilard, Tête Première, ce besoin de parler, de se poser des questions, parce que c'est un livre qui parle justement du regard des autres sur soi, en fait sur le personnage féminin à l'intérieur du texte du roman, qui justement est confronté justement au regard des autres sur cette grossesse-là, et comment elle réagit, et ben, les options qui s'offrent à elle, et les options qu'elle ne peut pas accepter. Un texte vif, un texte surprenant, un texte punché, qui permet justement d'apporter un autre point de vue, une autre variation, une autre palette de couleurs sur le texte, on pourrait dire le texte sur la maternité. Les morcellements de Mélanie Boilard. Rapidement, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans, mais je pense que c'est important de vous le mentionner. Bernard Raymond, 4 histoires de famille chez Leméac. Oui, Bernard Raymond, le réalisateur. Et bon, je dis j'ai pas le temps, mais oui, j'ai feuilleté bien sûr, parce qu'on ne peut pas vous parler d'un livre sans l'avoir moindrement un peu zioté. On a l'impression, en tout cas avec ce que j'ai vu, j'ai l'impression de retrouver le Bernard Raymond de l'écran. C'est le cinéaste qui décide d'écrire des textes, un roman tout simplement. Donc c'est sûr que si vous aimez Bernard Raymond, si vous aimez son côté intimiste, si vous aimez son style lent, son style révélateur, mais tout en longueur, à partir de ses images, du rapport entre ses personnages, ben vous allez sans doute retrouver un plaisir à l'intérieur de ça. Si vous êtes du genre beaucoup plus action, si vous êtes plus du genre avec rebondissement, avec beaucoup de structure, avec un texte chargé, peut-être à ce moment-là, ça va aller un petit peu moins vous chercher. Vous allez être un petit peu moins interpellé. C'est le Bernard Raymond de l'écran, là, ce que j'ai pu voir, la façon que je peux le sentir avec un texte. Vous voyez, je vous le montre un peu, là, un texte dense avec dialogue, tout ça, mais c'est dense, c'est compact. Certaines personnes diraient c'est lourd, ça dépend. Chez Bernard Raymond, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup d'oxygène en même temps. Mais bon, il faut aimer le style. Mais je le mentionne, Bernard Raymond, 4 histoires de famille chez Leméac. La mère intérieure, encore une fois, voyons, on parle de la mère ici, c'est la mère qui est disparue. On ne parle pas de maternité, on ne parle pas de grossesse à ce niveau-là, on parle de rapport fille et mère. Le personnage, Sophie Marcotte, la mère intérieure aux éditions de La Maison en Feu. Une très belle maison d'édition, une jeune maison d'édition qui est vive, qui est en feu, c'est ce que de le dire. Il nous présente plein de choses intéressantes. Ici, c'est la narratrice qui a perdu sa mère et qui n'arrive pas à se faire à cette perte et qui, à quelque part, dans sa vie, constamment, elle recherche, elle tente de retrouver des traces, quelque part un peu le fantôme de cette mère disparue. C'est une réflexion justement sur la disparition de la mère. On n'est pas du tout ici, là, je dirais, dans le maniérisme, je dirais, des grands sentiments. Ça s'éponge pas. C'est bien amené, c'est bien écrit, c'est intéressant. Il y a vraiment une belle, un beau regard, je dirais, une belle acuité
voilà, sur le deuil, sur en même temps le deuil, l'acceptation du deuil et l'incapacité, volontaire ou pas, justement, de laisser aller les disparus, sans les oublier. Un beau travail de cette autrice sur justement cette mère disparue emportée par le cancer et la fille qui, elle, doit vivre avec ou sans. C'est beau, c'est bien écrit, c'est simple, c'est un texte qui est bien travaillé. La mère intérieure, Sophie Marcotte, aux éditions La Maison en Feu. On tombe dans le plus léger. Quand on dit plus léger, attention, je vous dis toujours plus léger, mais c'est pas nécessairement parce que c'est léger que c'est mièvre. On est allé simple pour l'inconnu de Benoît Picard chez Urtubise, l'histoire d'une la jeune narratrice, le jeune personnage, en fait, Rosalie Bouchard, qui est un peu tannée de sa vie à Montréal, qui décide de tout sacrer là, puis de partir en voyage. L'idée de base est assez simple et assez commune, je dirais. Bon, quelqu'un qui est tanné puis qui part, tout simplement. Elle va rencontrer des gens, elle va faire des rencontres qui peuvent être, dans ce cas-ci, intéressantes, tout ça. Je ne veux pas tout dévoiler, c'est pour ça que je mets beaucoup de conditionnels dans ma présentation. Ça, ici, on est vraiment lecture plus, oui, légère, mais qui peut faire du bien, justement. Ça fait 2 ans qu'on sort pas, qu'on bouge pas. Ici, on a un personnage qui décide de partir, elle s'éloigne, elle va explorer, elle va rencontrer, elle va découvrir des mondes et du monde. Ça peut faire du bien, ça, à un certain type de lectorat, des auteurs, des lecteurs et des lectrices qui ont besoin. Par procuration, parce qu'on ne va pas pouvoir énormément se déplacer encore, mais par procuration, peut-être aller voir un peu ailleurs qu'est-ce qui se passe, je pense que ça peut apporter justement cette petite touche de plaisir, d'exploration, d'épanouissement. Allez simple pour l'inconnu, Benoît Picard chez Urtubise. Encore une fois, une histoire de famille. La banalité d'un tir, Mali Navia chez Leméac. La disparition d'un père, le personnage central d'une jeune fille avec une mère québécoise, avec un père colombien. On retombe dans les histoires de famille, dans les histoires parfois qui ne sont pas tout à fait jolies, qui ne sont pas tout à fait belles, mais qui sont une belle matière pour raconter justement tout le grand tissu narratif de ce qu'est la famille. Ici, c'est ça, exactement. C'est ce père disparu, une disparition forcée, comme ça peut arriver dans certains pays avec un certain contrôle gouvernemental et politique. Et bien sûr, cette jeune fille, cette jeune femme qui essaie de retrouver, je vous lis un petit bout. Dans ce récit troublant, Mali Navia, reconstruit par morceaux, choisit le cours intranquille d'une histoire familiale. Elle a réussi à exprimer à la fois le désarroi de ceux qui restent sans réponse et la force nécessaire pour débusquer ce qu'on cache à soi-même. Je pense que ça peut aller chercher plusieurs lecteurs et plusieurs lectrices qui, sans avoir vécu exactement la même chose, sans que ce soit une disparition forcée du type diplomatique, disons, ou anti-diplomatique, toutes ces pertes, toutes ces disparitions qui peuvent être un peu plus symboliques, il y a peut-être des échos dans ça, ça peut être intéressant. Mali Navia, la banalité d'un tir chez Leméac. Cascouilla de Mélanie Bernier aux éditions Leméac. Encore une fois, Leméac semble être très, très, très créatif de ce côté-ci pour ce mois-ci. Écoutez, c'est pas un choix d'éditeur, c'est un choix de titre qui est ressorti comme ça. Ici, c'est encore une fois la perte du parent qui se retrouve à l'intérieur du roman. Encore une fois, un roman familial. Encore une fois, on va déterrer des choses, on va aller chercher des éléments. Je vous le présente parce que en regardant à l'intérieur, en fouillant un peu certaines pages, j'ai senti une belle vivacité, une belle fraîcheur dans l'écriture. J'ai senti surtout qu'il y aura peut-être un jeune lectorat, ça n'exclut pas d'autres personnes, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça va chercher un jeune lectorat qui va pouvoir, je ne sais pas si c'est un choix d'éditeur, c'est un choix de titre qui est ressorti comme ça. Écoutez, c'est pas un choix d'éditeur, c'est un choix de
au-delà de se sentir interpellé, va se sentir attiré, entraîné par la lecture, plongé dans le texte, peut-être justement avec ce style d'écriture, cette vivacité, le rythme. Le rythme est intéressant, donc peut-être le mettre sur vos tablettes pour peut-être un lectorat qui est un peu plus jeune. Quand je dis plus jeune, là, je parle de vingtaine, trentaine. Cascouilla, Mélanie Mini, chez Leméac. Benoît, côté vie parallèle, là c'est intéressant ici parce que on est dans un genre de roman dystopique. Ça se passe du côté, ça se passe du côté du Québec, enfin entre Montréal et Saint-Pétersbourg, ça se promène. C'est un roman dystopique tout simplement parce qu'il remet en question si en 1995 le non n'avait pas gagné. En fait, si autrement le Québec, le Québec était passé du côté de l'indépendance en 1995, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec un paquet de conflits, un paquet de magouilles? Et là, il faut que je vous en lise une partie parce que vous allez comprendre. C'est entre deux Red Eyes, Montréal-Saint-Pétersbourg, qui croise par hasard le personnage principal, qui croise par hasard Mathieu Rancourt, ancien compagnon d'études et qu'il n'a pas revu depuis ses 20 ans. Mathieu est président d'une organisation confidentielle, la Société d'histoire du Québec, et il fait à Benoît une proposition étonnante. Écrirait-il pour la suite de Chou de la Société un texte autour de la question suivante: que serait devenu le Québec si, par un accident de l'histoire tout à fait improbable, le non l'avait emporté en 1995? On sait que c'est pas ça qui est arrivé, puis c'est intéressant c'est toujours intéressant les auteurs qui reviennent sur le passé et qui décident de réécrire l'histoire. Il y en a plein qui l'ont fait. C'est toujours intéressant de voir un peu, parce qu'après un certain temps, on oublie un peu parce qu'on est habitué, puis on s'est fait la situation. Qu'est-ce que la vie nous a apporté si c'était différent? Vie parallèle, justement, présente cette facette, ce point de vue, cette possibilité parmi tant d'autres. Vie parallèle, Benoît Côté chez Boréal. Et je termine en vous mentionnant, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans et je voulais prendre le temps de le lire, donc j'en reparlerai pas beaucoup, mais je veux juste vous le présenter parce que c'est un peu incontournable. Denis Thériault, le samouraï à l'œillet rouge chez Leméac. Denis Thériault est reconnu pour l'Iguane, pour le facteur émotif. C'est toujours de l'écriture spirituelle. C'est quelque chose de bien. Et là, on est comme dans le conte. On est vraiment là dans le récit qui va chercher le conte, à la limite un peu la fable. Et je vous le lis parce que là, ça va vous le définir bien. Depuis la forêt enchantée de son enfance, habitée par la sorcière Murasaki et gardée par une divinité Kami, en passant par l'académie où il apprend le métier des armes à travers les deuils, les trahisons et les déceptions amoureuses jusqu'aux joutes littéraires dans lesquelles il concourt, Matsuo apprend à vivre, à combattre en rédigeant des waka. Ces poèmes traditionnels japonais auxquels l'a initié sa mère dès son plus jeune âge constituent le trait d'union, le langage commun unissant au monde et aux êtres. Vous voyez le ton, vous voyez le style. C'est intimiste, c'est épique, c'est lent, ça se développe, ça se déploie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ça. Surtout, vous avez sans doute des lecteurs et lectrices qui ont lu du Denis Thériault, qui ont lu l'Iguane, qui ont lu le facteur émotif beaucoup et qui vont peut-être, sachant que le nouveau titre est arrivé, vont vous le demander. Largement incontournable à mettre sur vos tablettes pour ne pas manquer ça et pour pouvoir l'offrir à vos membres. Voilà. Belle sélection, il y avait beaucoup de poésie, profitez-en. Donc, mon nom est Max Séviano, je suis libraire à la librairie Monet. Je vous ai présenté les incontournables du mois de mai en littérature québécoise. On se retrouve une prochaine fois. Bonne lecture. Bonjour, ici Benoît de la librairie Monet et je vais vous présenter aujourd'hui les incontournables du mois de mai. On va commencer avec le nouveau livre de Omar Youssef Souleymane chez Flammarion, Une chambre en exil, un écrivain que j'ai découvert il y a quelques années avec son tout premier livre, Le petit terroriste, qui racontait son enfance en Syrie et en Arabie Saoudite, et sa découverte de la poésie, très très beau livre. Et dans un deuxième temps, il a publié un premier roman, Le dernier Syrien, il y a 2 ou 3 ans, qui racontait son expérience à lui, mais transposée dans un roman du printemps arabe syrien, donc du jour du 15 mars 2012, lorsque des jeunes, dont lui faisait partie, une trentaine seulement de jeunes, ont eu le toupet d'aller manifester contre le régime d'Assad. Et ça a été très rapidement, évidemment, on le sait,
la chute vers la guerre civile et la fuite donc d'Omar Youssef Suleiman un an plus tard, qui s'est donc réfugié en France. Et ce roman donc, nous raconte son intégration dans la société française et ce parcours en tout cas moi que je trouve absolument passionnant d'un Syrien qui apprend le français, qui va écrire son œuvre en français, donc dans une langue étrangère, et qu'il va faire sienne. Et dans une société, il va habiter à Bobigny, donc en banlieue de Paris, et il va se retrouver sur cette ligne en fait, c'est vraiment un numéro d'équilibriste. Il est l'arabe, donc il est celui à qui on dit fréquemment « retourne dans ton pays », donc les racistes de l'extrême droite, mais par ailleurs, ce qu'il voit dans le quartier de Bobigny, dans les communautés musulmanes et la pénétration de l'islamisme dans le quartier, fait que ses amis lui disent « oui, mais fais attention, tu ne peux pas parler trop de ça parce que sinon tu vas faire le jeu de l'extrême droite ». Donc, entre le racisme de cette droite qui le rejette, lui, comme arabe, et ce qu'il constate de la société française, en fait, de ce qu'elle devient, Omar Youssef Suleiman écrit un livre, non pas dépourvu d'humour, il y a de très belles formules, et ce sont de courts chapitres qui finissent par vraiment dresser le portrait de l'exil et aussi de la société dans laquelle il arrive. Donc, Une chambre en exil, d'Omar Youssef Suleiman, aux éditions Flammarion. Le nouveau livre de Nancy Houston, que je présente en littérature étrangère, oui, parce qu'elle consacre son essai récit à Griselidis Réal, qui est une écrivaine qui a fait scandale. À l'époque, c'était dans les premiers mouvements de défense du droit des femmes, des prostituées, donc qui sont devenues depuis, parce que ça fait quand même un certain temps de ça, les années 70, qui sont devenues évidemment les travailleuses du sexe, les travailleurs du sexe. Nancy Houston, donc, c'est un personnage que c'est Réal, scandaleux, comme je le disais, qui agaçait Houston par ses prises de position. C'est un personnage médiatique, donc, qui, cela dit, faisait aussi une œuvre. Et Houston a décidé d'aller y voir de plus près et s'est rendu compte que dans cette Reine du réel, lettre à Griselidis Réal aux éditions Nil, Houston s'est rendu compte qu'elle avait en fait plusieurs points communs dans son histoire personnelle avec Griselidis, et elle va donc s'adresser à elle, à la deuxième personne du singulier, au-dessus, comme elle avait fait d'ailleurs à l'époque dans son tombeau de Romain Gary. Elle n'a connu ni l'un ni elle, mais elle établit de cette façon-là une proximité qui donne au texte son charme particulier, je dirais son authenticité aussi. Et une des choses essentielles, c'est que Nancy Houston a découvert en Griselidis Réal, à son avis, une des plus grandes écrivaines de ces dernières années, une immense poétesse, et elle a donc décidé aussi de consacrer, de faire une préface à l'édition complète de ses poésies aux éditions Segers, Chair vive. Et donc, je dirais que c'est une continuité. On pourrait lire le recueil pour commencer ou le lire ensuite, mais c'est vraiment un très beau doublé, donc Nancy Houston et Griselidis Réal. Le nouveau roman de Akira Mitsubayashi chez Gallimard, Reine de cœur. Mitsubayashi, c'est un écrivain, on est toujours un peu dans l'exil, mais cette fois-ci dans l'exil choisi. Nos deux précédents auteurs ont vécu cette expérience de l'exil. Mitsubayashi, lui, c'est un écrivain japonais, professeur de français qui a fait une partie de ses études en France et qui a décidé à un moment, alors qu'il avait déjà écrit 6 livres dans sa langue maternelle et alors qu'il habite toujours essentiellement à Tokyo, a décidé d'écrire en français. Et donc le livre qui l'a fait connu dans le monde francophone, qui avait été un beau succès, c'était, que je ne me trompe pas dans le titre, Une langue venue d'ailleurs, voilà, qui est disponible en folio maintenant. Et donc, il expliquait là-dedans l'importance, le pourquoi de cette attraction pour le français et aussi l'importance dans sa vie de la musique, l'un n'étant pas étranger à l'autre. Et donc, dans son roman précédent, il y avait déjà cette importance de la musique et du destin historique. Dans Reine de cœur, je ne dirais pas que c'est la même histoire, mais c'est un peu le même contexte. On est en 1939. June, un étudiant au conservatoire, donc pour devenir musicien, est rappelé au Japon parce qu'il y a à ce moment-là la guerre
chinoise. Donc, il doit aller à la guerre en Chine, va donc vivre une expérience absolument horrible de la guerre et a laissé derrière lui, pour aller faire la guerre, son amoureuse Anna. Donc, et à un moment, le roman se projette dans le futur et on est avec une jeune fille qui n'a pas connu ses grands-parents qui s'appellent June et Anna, et qui va tomber sur un roman qui semble étrangement raconter leur histoire. Donc, mystère au cœur de l'existence de ce texte, et encore une fois, importance de la musique dans le parcours des personnages. Donc, Reine de cœur d'Akira Mitsubayashi chez Gallimard. Le nouveau très court roman de Shaun, S-J-O-N, qu'on prononce, si je ne me trompe, Shaun, Blond comme les blés. Shaun est donc un romancier islandais qui est aussi poète et parolier à César pour Björk, entre autres. Il raconte ici l'histoire de Gunnar, un homme qui, dès le début du roman, meurt dans le train. Premier paragraphe, le personnage principal s'éteint. Et à partir de là, Shaun va raconter comment cet homme, à sa mort, qui est à la tête d'un mouvement néo-nazi en Islande, va donc raconter le parcours de cet homme qui naît dans une famille très aimante, qui va lui-même être très attentionné envers sa mère et ses sœurs, et comment cet homme va devenir, je dirais, l'illustration de ce que Hannah Arendt expliquait dans cette formule célèbre de la banalité du mal, comment cet homme va, en flirtant avec des idées extrêmes, devenir ce personnage extrême, alors que rien dans sa vie, du moins à l'origine, ne laissait penser qu'il pourrait un jour tomber dans la fange du mouvement néo-nazi. Donc, Blond comme les blés, de Shaun, aux éditions Métellier. Le nouveau roman du prix Nobel de littérature 2016, l'écrivain turc Orhan Pamuk, Les Nuits de la peste, une fresque de presque 700 pages, un genre de retour pour lui au roman historique. Il en avait écrit un fameux, Mon nom est rouge. Cette fois-ci, ça se passe au tout début du 20e siècle. On est en 1901 sur une toute petite île près de la Crète, avec une population orthodoxe grecque et turque musulmane. L'île est sous domination de l'Empire ottoman qui, en 1901, est en plein écroulement. Il n'y a plus que 16 ou 17 ans d'existence à cet empire qui est établi au Moyen Âge, qui va s'effondrer en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, cette société en déliquescence sur cette île, donc microcosme avec les tensions religieuses, soudain la peste va arriver et le sultan va envoyer 2 médecins spécialistes pour s'occuper de la situation. Et dans ce chaos va aussi se développer un grand mécontentement de la population envers les politiques sanitaires. Donc, vous voyez où je m'en vais avec ça. On pourrait penser que Pamuk a fait de cette île et de cette histoire qu'il a donc inventée, mais dans un contexte très spécifique et très semblable à celui de la Turquie et de la Grèce au début du 20e siècle, que c'était un genre de fable sur le COVID. Eh bien, pas du tout, puisqu'il a commencé l'écriture du roman en 2016. Donc, c'est vraiment tout à fait fortuit, mais le livre tombe néanmoins tout à fait pile, Les Nuits de la peste de Orhan Pamuk, chez Gallimard. Ça n'est pas une thématique, mais on reste avec la peste. La peste covidienne, oui, le journal de la peste de Gonçalo Tavares, prononciation portugaise, donc romancier portugais publié aux éditions Bouquin. C'est un livre tout à fait fascinant, jour après jour, sur une période vraiment au printemps 2020, au moment de l'arrivée du COVID. Tavares donc, va écrire donc, ce journal quotidien, mais ce n'est pas une longue lamentation sur le confinement, c'est au contraire un objet littéraire non identifié, tout à fait fascinant. C'est une suite de phrases, sans paragraphe, ou des faits. Par exemple, au tout début, il note dans le journal qu'il lit que l'on attend de 16 à 22 000 décès au Canada avant la fin de cette première vague du COVID,
ça fait assez bizarre de lire un roman portugais dans lequel les actualités canadiennes s'insèrent dans le cours du récit. Et ces phrases donc s'ajoutent, et ce sont aussi les pensées de l'écrivain qui rebondissent d'un point à l'autre, mais qui vont l'amener parfois très loin du COVID. On va avoir par exemple un passage très intéressant sur la philosophe Wittgenstein, et puis soudainement une citation de Pascal Quignard. On est dans la littérature, dans la philosophie, dans le quotidien de cette réalité, mais aussi dans tout ce que ça peut faire surgir. Donc, c'est une écriture, c'est vraiment c'est un écrivain que vous ne connaissez pas, c'est pas le plus mauvais moyen de le découvrir. Donc, Le Journal de la peste chez Bouquin. Le nouveau roman de Bernardine Evaristo, qui a gagné le prix Booker en 2019 pour son roman, mon Dieu, je me trompe toujours dans le titre, qui est Fille, femme, autre, donc qui a été un énorme succès il y a donc 2-3 ans. Elle revient avec Monsieur Loverman, l'histoire de Barrington, qui est un immigré d'Antigua à Londres, qui a 74 ans, et qui est marié depuis plus de 50 ans avec sa femme Carmel. Barrington est un beau parleur, un homme qui aime s'exprimer haut et fort dans les cafés, donc personnalité haute en couleur, et qui est toujours amoureux de son amour de jeunesse. Mais son amour de jeunesse, ce n'est pas Carmel, sa femme, mais bien, comment s'appelle-t-il? Morris, voilà. Morris, qui donc attend depuis 50 ans, depuis plus de 50 ans, que son Barrington fasse finalement son coming out. Et à 74 ans, Barrington va commencer à penser que le moment est peut-être effectivement venu, alors pour pouvoir profiter de ces dernières années avec Morris ouvertement. La question se pose, pourquoi avoir attendu si longtemps? Et donc le roman va se consacrer à examiner cette vie de Barrington. Tout cela se le dit sur le ton. L'éditeur dit que ça se passe dans un festival de bonne humeur. Donc on n'est pas dans encore une fois, un genre de lamentation, mais d'un roman plein de vie, autour d'un homme effectivement haut en couleur, comme la couverture l'indique, Mr. Loverman, de Bernardine Evaristo. C'est aux éditions Globe. Un autre roman qui est sur la tonalité, je dirais, si on n'est pas dans la bonne humeur, en tout cas on est dans vraiment la satire du monde du milieu du travail au 21e siècle, avec Buck et moi, de Matteo Ascaripour. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Buck et moi, c'est l'histoire de Buck, en fait, qui s'appelle Darren, qui est un universitaire un peu désabusé, qui décide qu'il laisse tomber ses études et va aller travailler comme barista dans un Starbucks à New York. Et il va y faire la rencontre, enfin, va suggérer à un de ses clients de changer ou en fait d'essayer une autre boisson, quelque chose de tout à fait anodin. Mais Darren a un tel charisme, un tel bagou, qui va impressionner le client, qui lui est le président d'une start-up un peu, je ne dirais pas obscure, mais en fait on ne sait pas trop ce que cette compagnie-là fait. Elle remporte un très très grand succès, les millions pleuvent, mais bref, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et le patron va donc proposer à Darren d'appliquer, en fait de faire application pour un emploi, de postuler pour un emploi dans cette compagnie, dans cette start-up. Et il va surnommer Darren Buck, Starbucks. Buck, donc, va aller donc dans cette compagnie, il va, à travers une entrevue, mais tout à fait surréaliste, et il va obtenir le poste. Son entraînement va être presque un genre de torture. Et il va se retrouver dans la compagnie, dans une compagnie dont il ne sait pas très bien ce qu'elle fait, et lui ne sait pas très bien ce qu'il est venu y faire. Donc c'est vraiment une satire de ces compagnies, vous savez, de ces gens qu'on rencontre parfois, à qui on demande ce qu'ils font dans la vie, et qui nous font une réponse de 2 minutes pour nous décrire un travail dont on ne sait pas très bien, 2 minutes plus tard, encore très bien de quoi il s'agit. C'est un peu la situation de Buck, Buck et moi, de Matteo Ascaripour, aux éditions Buchet-Chastel. Fabio Bacca, écrivain italien chez Gallimard, Une chance insolente. C'est un genre de roman philosophique, un peu humoristique, mais pas seulement. L'histoire d'un homme, Kurt, qui est un statisticien spécialiste des probabilités, donc quelque chose de très très sérieux, qui un jour
se met à avoir une chance, mais vraiment, c'est pas possible. Tout lui réussit. Chaque jour amène un lot de bonnes surprises qu'il n'attendait pas. Et à partir d'un moment, il se dit, mais en fait, c'est suspect, ça ne devrait pas arriver. C'est un spécialiste des probabilités, donc ça commence même à l'inquiéter. Il se dit que, mais est-ce que c'est un complot? Qu'est-ce qui lui arrive? Il va donc commencer à consulter des spécialistes, des thérapeutes, des chamans, pour essayer de comprendre d'où lui vient cette chance incroyable, cette chance insolente. Donc, un roman sur la prise de risque, sur l'imprévu, au ton, comme je le disais, un peu philosophique. Donc, Fabio Bacca, Une chance insolente chez Gallimard. Je vais vous souligner l'apparition du nouveau livre de Bernard Schlink, l'auteur du Lisard. Cette fois-ci, c'est un recueil de nouvelles, 9 nouvelles, qui s'appelle Couleurs de l'adieu, qui sont toutes réunies sous le thème du moment charnière, c'est-à-dire dans des contextes tout à fait différents. Ce moment qui est parfois évident, mais qui est parfois aussi très subtil, qu'on ne voit pas, qu'on ne souligne pas, enfin qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui va entraîner un changement complet dans une vie, parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Donc, 9 nouvelles autour de ce thème de Bernard Schlink, Couleurs de l'adieu. Et en terminant, je veux vous mentionner l'apparition de cet essai, récit, de Alain Vircondelet, Albert Camus et la guerre d'Algérie. Vircondelet est très connu pour être aussi un spécialiste de Marguerite Duras. C'est pas son premier livre sur Camus. Et cette fois-ci, le sous-titre, c'est Histoire d'un malentendu. Il s'attarde au parcours de Camus à travers les années 50. Bon, Camus qui déjà en 1952, avec l'apparition de L'homme révolté, qui est en cassure ou enfin en chicane avec la gauche, et en partie avec la gauche sartrienne, à cause de cette célèbre chicane entre Sartre et Camus, donc à cause de l'apparition de cet essai. À partir du moment où la guerre d'Algérie va vraiment devenir cette tragédie, Camus, qui est algérien, enfin qui est né en Algérie, va se refuser, bien sûr il va lutter et va clamer l'importance de la justice pour le peuple algérien, mais il va toujours se refuser à accepter l'idée de l'expulsion des centaines de milliers de pieds noirs d'Algérie. Et donc il va être sur cette ligne de crête qui va donc l'entraîner dans une énorme solitude, puisque à partir de son prix Nobel en 1957 et de son discours qui est toujours absolument magnifique, un texte absolument à lire, dans lequel il fameusement disait que si sa mère, qui vivait toujours en Algérie, était tuée dans l'explosion d'un autobus, eh bien lui, il n'était pas pour la révolution, il était pour sa mère. Enfin, je résume ce qu'il disait là-dedans, mais c'est un texte qui lui avait valu moquerie et qui l'avait donc plongé dans cette solitude de la fin de sa vie, qui se termine donc au tout début de 1960, avant l'indépendance de l'Algérie. Donc, Vircondelet refait tout ce parcours de Camus dans ces années charnières donc, de la vie d'Albert Camus. C'est aux éditions du Rocher. Voilà pour les essentiels du mois de mai. On se revoit le mois prochain. Merci. Bonjour, mon nom est Max Sévieno et je suis libraire à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables dans la section Polar pour le mois de mai. Il y a beaucoup de choix, donc je vais vous présenter ça. On va prendre le temps, puis on va parler de certains titres. J'aurais aimé te tuer de Petroni Rostagna chez la collection Black Lab. On a ici Dispersion d'un personnage, encore un beau roman d'enquête thriller pour, encore une fois, les lecteurs qui veulent découvrir et en même temps, de l'autre côté, qui ne veulent pas aller dans l'extrême. Avec Petroni Rostagna, on va voir quelque chose qui est hyper bien rendu, belle écriture, sans tomber dans l'extrême. Donc, peut-être offrir quelque chose de différent. Les lecteurs qui veulent, oui, je dirais s'initier au thriller, mais qui ne veulent pas tomber dans le connu, dans le titre surfait. Ce serait une belle ouverture sur un personnage un personnage assez ambigu, assez intéressant, ce qu'on aime beaucoup dans les romans
policier, et avec, je dirais, une belle intensité dans l'écriture. Petroni, Rostagnan, j'aurais aimé te tuer. Je le mentionne, Michael Katz-Krezed, La secte, aux éditions Actes Sud. On est... le sujet des sectes est peut-être le sujet le plus fréquent, sinon le sujet de cet auteur-là. Donc, il va toujours parler de ce sujet-là, toujours aborder une thématique qui va tourner dans ces sujets-là, qui va être dans ces eaux-là. Encore une fois, c'est le sujet. C'est toujours assez intéressant. L'avantage, la particularité du moins, c'est qu'il ne semble pas vraiment s'épuiser, il ne semble pas trop se lancer, et il ne semble pas trop nous lancer également. Il arrive à se renouveler. Bon, disons. Donc, ça permet justement de prendre un sujet et de l'exploiter de roman en roman avec différentes variations, avec différents points de vue. Peut-être qu'il récupère des éléments qu'il n'a pas pu aborder dans d'autres styles, dans d'autres romans. Voilà. C'est dans l'univers, comme je vous disais, dans le monde, dans l'univers des sectes, tout ça. Histoire de rédemption, d'acceptation, tout ça. Faut aimer le style, faut aimer le ton. C'est lourd, c'est noir, c'est dur. Pour lecteurs et lectrices avisés et avertis. La secte Michael Katz-Krefeld chez Actes Sud. Ici, j'ai mon petit papier parce qu'il y avait beaucoup de titres, donc 2-3 informations que je voulais vous mentionner. Sébastien Gendron chez Paradis, chez Gallimard dans la série Noir. Sébastien Gendron est un auteur de polar assez intéressant qui nous présente toujours des choses très champ gauche. Là, on est vraiment dans le champ gauche. Il se permet, il s'amuse, il nous présente des trucs, mais vraiment fantaisiste parfois, et encore une fois ici, chez Paradis, ça se passe dans un garage, littéralement. Ça a l'air banal comme point de départ, mais il se passe plein d'éléments dans ce garage-là. Puis là, je me suis pris des mentions parce que c'est solide, c'est sale, c'est trash, c'est du lourd à la française et c'est écrit comme un film. Donc, pour les lecteurs qui, des fois, ont un peu de misère avec la lecture, hein, ça arrive, là, il y a des gens qui disent « Ouais, je lis, mais c'est pas toujours évident pour moi. » C'est présenté quasiment comme un film. Le livre commence avec un pré-générique, tout ça. Vous avez l'impression vraiment d'être immergé dans un film, dans un récit. C'est graphique, c'est tendu, il y a de l'action, tout ça. Même si on a l'impression parfois qu'il ne se passe pas grand-chose, il y a un paquet de petits éléments qui vont popper ici et là. Là, il y a vraiment un plaisir de découverte, un plaisir de lecture, quelque chose de visuel, d'intense. Et avec Sébastien Gendron, il y a toujours de la surprise. Donc, chez Paradis, série noire chez Gallimard, Sébastien Gendron, là, vous allez avoir des gens qui vont faire des découvertes, c'est sûr, parce que, bien sûr, les auteurs français sont toujours peu, et malheureusement, trop peu connus. Shalom Berlin, encore une fois, un petit papier pour vous parler de ce titre de Michael Wallner chez Filature. C'est l'intérêt de ce roman-là. C'est un crimi. Hein? Bon, le terme du jour, crimi, c'est tout simplement polar en allemand. C'est un type de polar très précis, souvent un polar qui va faire appel justement à la rivalité entre différentes factions politiques. Ici, c'est très misé, ça mise beaucoup sur l'extrême droite. Alors, c'est la montée de l'extrême droite dans Berlin et un roman qui traite un sujet extrêmement lourd avec beaucoup, non pas de légèreté, mais beaucoup d'humour malgré tout. Et je pense que ce qui semble beaucoup ressortir de ce roman-là, c'est la panoplie de personnages atypiques. Alors, un paquet de personnages, mais une variété de personnages qui viennent grossir les traits du récit, qui viennent vraiment donner un paquet de points de vue complètement pas farfelus, mais différents sur, bon, bien sûr, un sujet qui se veut à la base quand même assez caustique, quand même quelque chose de lourd, l'extrême droite qui a une montée importante, mais un traitement complètement déjanté qui justement non pas vient alléger, mais vient détourner le sujet.
Ça a l'air vraiment une belle chose. Et pour les lecteurs, là, un peu plus là, romans, polars, historiques, sociaux, politiques, tout ça, vous avez le choix. Shalom Berlin, Michael Wallner chez Filature. Ici, on a La fille du ninja de Tony Eldridge aux éditions Equinox. Très coloré comme couverture, ça peut être même un peu effarant. On peut se demander c'est quoi, est-ce qu'on est vraiment dans le polar, est-ce qu'on est dans le sérieux, tout ça. Quelque chose de solide dans ce roman-là, quand même. J'avertis immédiatement, c'est le premier d'une série de 4. Il va y avoir 3 autres qui vont sortir. Vous vous engagez dans une série de 4. Là, si vous voulez pas avoir trop de séries en polar, pensez-y, parce qu'inévitablement, il y a des gens qui vont lire, sans doute des gens qui vont l'aimer, ils vont vous demander les autres après. Bon, vous avez un contrat avec ça. On est dans le monde le monde interlope, le monde de la rue. Ça se passe à Los Angeles, gang de rue, tout ça. De l'autre côté, on a un personnage, spécialiste d'arts martiaux, qui en apparence ne semble pas être quelqu'un qui peut vraiment affronter justement des gangs qui ont à quelque part agressé sa sœur. Et elle décide de se venger. Donc, c'est un roman qui est extrêmement boosté à la vitamine. Il y a vraiment de l'action, il y a vraiment des scènes marquantes, détaillées, décrites. Bien sûr, un ton féministe qui ressort de tout ça. On est en pleine chaleur de la ville de Los Angeles. On sent vraiment, justement, l'ambiance, le ton. Il y a quelque chose, vraiment, une intensité dans le roman. Je crois qu'il y a du matériel dans ça. La fille du ninja de Tony Eldridge du côté des éditions Equinox. Brume rouge de Nicolas Feuze chez Slatkin et compagnie. Chez Nicolas Feuze, c'est l'histoire d'un serial killer. On suit un serial killer, donc on est dans le thriller solide. Nicolas Feuze, faut pas oublier que c'est extrêmement graphique. Il fait partie de ces auteurs français qui aiment beaucoup mettre en image les écrits. Donc détaillé, mais pas extrêmement détaillé en sens de longueur, en sens d'efficacité. Il sait pointer, il sait poser la caméra de son crayon, mais d'une façon vraiment avec des gros plans précis. C'est du lourd, c'est du solide. Encore une fois, les auteurs, les lecteurs, les lectrices qui vont vous dire, moi je veux quelque chose quand même de pas trop pire, là. Je veux quelque chose de léger, je veux pas, et on va éviter de ce côté-ci, mais j'ai des clients, moi ici, donc vous avez des lecteurs, des lectrices qui vont vous dire, amène-moi du lourd, j'en veux, je veux quelque chose de corsé. Vous allez retrouver avec Brume rouge, vraiment quelque chose d'extrêmement intense. Une fable écologique aussi violente qu'efficace. Nicolas Feuze au sommet de son art. On retrouve un personnage qui est retrouvé, seulement le problème c'est qu'il est mort depuis 20 ans. Donc, voyez un peu le ton. Nicolas Feuze, Brume rouge, chez Slatkin et compagnie. Le vestibule des lâches. Petit papier encore, vestibule des lâches. Ici, et vous savez, je vous le présente souvent, j'aime ces romans qui nous font des huis clos à l'extérieur. Je trouve que la trame narrative est tellement riche à ce niveau-là. Et là, ici, c'est exactement ça. C'est noir. Là, on est vraiment dans le très noir. C'est angoissant, c'est âpre, c'est étouffant. C'est un personnage qui va s'installer dans une petite bourgade, là, un petit village très isolé. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas trop quoi il fait, il est là. Et il va se lier d'amitié avec une fille qui habite le village, tout ça. Ça convient pas tellement avec le copain de la dame, et ça convient pas tellement avec le lieu. Donc, règlement de compte, poursuite, justification, tout ça, on est dans un univers extrêmement froid, la neige, tout ça. Donc, à ce moment-là, en pleine nature, mais enfermé, étouffé. Une belle proposition de Manfred Kahn, Le vestibule des lâches, chez Rivage Noir. On poursuit avec, je le mentionne rapidement, Jacques Expert, Le carnet des rancunes.
Le carnet des rancunes est intéressant. Je vous fais une lecture, ça va vous décrire très rapidement ce que c'est. Depuis 20 ans, Sébastien Desmichel note soigneusement dans un petit carnet rouge chaque offense, chaque affront, chaque blessure qu'on lui inflige. Il appelle son carnet des rancunes. Collègues, voisins, amis, famille, personne ne le sait, mais personne n'échappe à sa liste. Un jour, chacun sera puni selon ce qu'il mérite. Vous voyez les genres? Un revenge vraiment polar, on pourrait appeler ça de même, un polar de revanche, tout ça. C'est machiavélique, hein? C'est l'idée de se venger de tous ceux qui nous ont malmenés un jour dans notre vie. Ben, on peut présumer qu'il va se passer plein de choses. On peut présumer également avec Jacques Expert, pas faire de mots avec son nom de famille là, quand même, mais bon, je vais le faire. Il est assez expert justement dans l'explication, dans le détail, dans la mise en image justement de ce qui arrive à ces personnages. Ça va chercher encore une fois vos lecteurs qui ont le goût de haute tension. Là, le roman haute tension, le lourd, là, il est là. Avec Jacques Expert, le carnet des rancunes. Chez Kalman Levy Noir, je ne l'avais pas mentionné. Le polonais fou de Lotte et Soren Hammer chez Actes Sud. Ici, on a un roman, oui, un polar de corps repêché, de découverte, donc une enquête. On est dans l'enquête, on est chez Hammer, Lotte et Soren Hammer, donc on est dans l'enquête noire. On a, je dirais, une base d'enquête assez simple, structurée, vraiment, découverte, recherche, enquête, trouver coupable, victime, tout ça. Tous les éléments sont là, c'est dans le traitement. C'est vraiment dans le traitement où c'est vraiment sombre, c'est noir, il n'y a pas beaucoup de zones de lumière, on n'est pas du tout dans l'humour, on n'est pas du tout dans l'allusion, on n'est pas du tout dans l'oxygène ici. C'est quelque chose, c'est une bonne lecture prenante pour lecteurs avertis et lectrices avertis, parce que vous tombez dans quelque chose de solide. Le polonais fou, Actes Sud de Lotte et Soren Hammer. Vite comme ça, La mort entre ses mains, un roman d'Otessa Moshfegh, chez Fayard, ici. Je le mentionne parce que certains vont peut-être le trouver, non pas en polar, peut-être pas en littérature policière, ça pourrait se retrouver dans la littérature régulière parce que son roman précédent, justement, se trouvait de ce côté-là. C'est un roman qui est c'est embêtant, entre le roman policier et le roman régulier. En fait, il y a un meurtre, il y a une forme des suspects, une forme d'enquête. C'est pas écrit, c'est pas designé, je dirais, comme un polar, mais comme le sujet parle d'une enquête, d'une mort, d'une recherche, on pourrait le classer de ce côté-là. Du moins, les lecteurs de romans policiers vont y trouver une certaine forme d'intérêt à cause de ces lignes directrices. Donc, je le mentionne, La mort entre ses mains de Otessa Moshfegh chez Fayard. La mort sur ses épaules de Jordan Farmer, je vous le précise en vous lisant un petit extrait. Lynch, petite ville de Virginie-Occidentale, est tellement sinistrée que la jeunesse locale n'a d'autre choix que de quitter ou de finir au centre de détention pour mineurs. C'est là que travaille Jason Felt, assistant social, qui tente de remettre sur le droit chemin les quelques jeunes qui peuvent encore être sauvés. Vous voyez le principe, petite ville isolée le coin des Appalaches. Beaucoup de romans qui sortent de ce côté-là, qui parlent de ce sujet-là, de ce lieu-là, je veux dire. La littérature de romans policiers américaine est très garnie, très chargée, fournie, et ça donne toujours justement des récits je dirais entre, et là c'est particulier parce que c'est entre le réalisme et l'écriture, je dirais pas fantaisiste, mais l'écriture mythique, mythologique un peu. Ça nous représente des fois des lieux américains, états-uniens, surfaits, mais justement pour déboulonner ces images-là.
Et ça nous amène toujours, bien sûr, et je pense que c'est là que ça devient intéressant, c'est que ces lieux, cette vision un peu surfaite que l'on se fait de certains coins états-uniens, nous est présentée pour mieux justement les déconstruire et surtout nous entrer beaucoup plus dans la personnalité, la mentalité des personnages qui, eux, justement, ne sont pas, mais pas du tout caractéristiques comme on les croit. La mort sur ses épaules de Jordan Farmer chez Rivage Noir. Une patiente de Graham Macri-Burnett chez Sonatine. On est en 1965, on est du côté de Londres et élevée dans une famille bourgeoise, Véronica est une jeune femme brillante à l'avenir prometteur. Aussi, son suicide surprend-il son entourage, à commencer par sa jeune sœur pour qui l'incompréhension est totale. L'histoire d'une jeune sœur qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe du côté de sa sœur qui, supposément, s'est suicidée. Vous voyez le ton, vous voyez le style. Cet auteur-là est intéressant parce que c'est lui qui nous avait offert précédemment la disparition d'Adèle Bedeau. Et ce roman-là avait quelque chose d'intéressant, un ton mais complètement différent, une écriture différente, un souffle qui, à l'époque, quand c'est sorti, en 3-4 ans, renouvelait un peu le type enquête, thriller, bon, tout ça. Encore une fois, ici, il semble y avoir quelque chose là, où on va toucher justement le monde des psychothérapeutes, tout ça. Vraiment, j'ai feuilleté, j'ai vu qu'il y avait une belle matière justement à fouiller. Les lecteurs, les lectrices qui vont aimer justement le roman psychologique, le polar psychologique, vous avez quelque chose ici vraiment qui va aller les chercher. Une patiente, Graham Macri-Burnett chez Sonatine. La maison des suicides de Charlie Dudley chez Saint-Jean. On en dit beaucoup de bien. Je vous le dis comme ça, parce que le « on » n'étant pas moi directement, je ne l'ai pas lu, mais je vous le présente. Je crois qu'il est déjà un incontournable, juste avec la demande des clients ici, avec la presse aussi qu'on en fait, les critiques qu'on retrouve dans les médias. Il est incontournable, vraiment, des étudiants, rites d'initiation, forêt, isolement. Voyez un peu le style, voyez un peu le ton. Alors, à ce moment-là, vraiment, on est au rebord de la terreur, on est dans le thriller profond. Il y a quelque chose d'extrêmement attirant, je dirais. Je dirais un sujet peut-être un peu sexy à la base, l'idée d'attirer vraiment un jeune lectorat ou du moins quelque chose de très jeune, de très nerveux, tout ça. La critique est dithyrambique. Vous allez vous le faire demander. N'hésitez pas à le prendre. La maison des suicides, Charlie Dudley chez Saint-Jean. La peur en eau profonde de Olivier Descosses. Trailer. Ici, on est avec une histoire qui se passe dans le monde des fonds marins, dans le monde des plongeurs en eau profonde. Il s'est passé plein de trucs de ce côté-là. Est-ce qu'on est dans le crime? Est-ce qu'on est dans l'erreur? Tout ça, je vous raconte pas trop parce que il y a plein de trucs dans ça et c'est facile de vendre le punch, alors je veux pas trop me promener dans ça, mais juste vous dire qu'il y a un personnage qui est retrouvé et le problème c'est qu'il y a du plancton qu'on retrouve dans son corps, tout ça, mais le plancton ne vient pas, il est dans la Méditerranée, il ne vient pas de la Méditerranée, le plancton vient d'ailleurs. Comment ça se fait que ce corps-là a été retrouvé là alors que, bon, il aurait dû être ailleurs? Est-ce qu'on l'a jeté là? Est-ce que c'est un crime planifié, tout ça? Je vous dis pas grand-chose sur ça, je vous laisserai découvrir. Le Peur en eau profonde d'Olivier Descosses, l'auteur fait de la plongée. Donc, il connaît bien. Et ça, c'est intéressant parce que quand les auteurs parlent de sujets qu'ils maîtrisent, bon, lui-même l'a dit,
Et je fais de la plongée de 20 pieds, de 20 mètres, là, mais je fais pas de la grande plongée de 100 mètres, tout ça, ça c'est autre chose. Mais il dit juste, j'en ai fait beaucoup, je sais un peu à quoi ça ressemble tout ça, j'ai pu me mettre dans le corps, dans le ton, dans l'esprit justement de ces plongeurs et vivre un peu justement, si je vais chercher le côté là, policier, vivre un peu l'ambiance et l'angoisse que les personnages auraient à ce moment-là. Donc, Peur en eau profonde, un thriller de Olivier Descosses. Grosso modo, je vous dirais, là, si vous pensez Le Grand Bleu, mais avec un paquet de disparitions puis beaucoup de tension. Voilà, ce serait ça, Olivier Descosses, chez XO Éditions. Attendez, ma pile va tomber, ma pile est correcte, c'est beau. Je vous présente parce que, bon, c'est le tome 3, puis c'est quand même important parce que c'est quand même Normand Smenard, puis c'est l'incontournable critique de littérature policière au Québec. Il a tout lu, c'est une sommité, c'est une encyclopédie dans le domaine. Le roman policier à l'Amérique française, le 3e tome de 2011 à 2020. Ce n'est pas un... C'est pas un... je dirais une encyclopédie d'analyse tant que ça. Il fait la recension de titres, donc je vous le présente un peu la façon que c'est fait là. C'est vraiment un catalogue des titres en littérature policière en Amérique française qui sont sortis dans ces années-là. Et d'un titre à l'autre, certains titres sont présentés plus rapidement, mais certains titres sont détaillés avec un peu d'explication, un genre d'approche critique. Donc, il ne faut pas voir le livre comme l'analyse du roman policier en Amérique française, mais un catalogue commenté, justement, un catalogue commenté, critique de cette période, faite par la personne, la référence dans le domaine. On est aux éditions À lire, le roman policier en Amérique française, tome 3 de Normand Spenner. Proie, Andrea Michaud, chez Québec-Amérique. Écoutez, c'est encore une fois du Andrea Michaud, on va vous le demander, c'est incontournable. Il n'y avait pas beaucoup de Québécois, je parle vraiment au niveau roman dans ça. Il y a elle qui est là, vous devez la voir, on va vous le demander. Encore une fois, elle a le don de situer les lieux et les personnages. On sent, on a l'impression de les accompagner, on a l'impression d'être avec eux. Et dans ce cas-là, avec Andrea Michaud, on n'est pas sûr nécessairement qu'on veut les accompagner. Elle nous oblige à les accompagner par ses descriptions, par la façon qu'elle a de nous transposer dans les endroits. On ne veut pas nécessairement les accompagner parce que c'est pas agréable ce qui se passe, puis on voudrait être très très loin, mais on est un peu coincé. Je m'en ai dit un peu pogné pour être avec eux. Puis à quelque part, on aime bien ça, parce qu'elle écrit tellement bien, c'est tellement efficace, c'est tellement beau. Et bien sûr, toute cette beauté-là cache tellement de choses affreuses, tellement de tensions, tellement de terreur. Elle est la grande dame de l'écriture policière au Québec, mais depuis quelques titres, et avec celui-là également, elle tend un petit peu vers la terreur, vers le pas tout à fait fantastique, mais une autre forme d'écriture qui délaisse un peu le policier. Non, elle ne délaisse pas le policier. Elle conserve le policier, mais y ajoute quelque chose d'autre. Elle ajoute justement ce petit phénomène-là de terreur, d'effroi. C'est vraiment le terme, l'effroi, qui lui sied très bien à Madame Andrea Michaud, proie de chez Québec-Amérique. J'ai terminé cette longue pile, mais je me permets, parce qu'on est dans la littérature de genre, de mentionner 2 titres qui apparaissent du côté de la littérature de l'imaginaire. On n'a personne présentement pour faire ces capsules-là, puis bon, présentement, il sort pas beaucoup de choses de ce côté-là, mais il y a 2 titres qui sont sortis dont je veux vous parler rapidement. Il y a peut-être la demande. On est ici La fin des hommes de Christina Swilly Baird chez Guy Meister. On est en 2025, une maladie mystérieuse qui décime la population et particulièrement les hommes. Donc, on va se retrouver à ce moment-là avec de moins en moins d'hommes et les femmes vont devoir retrouver une certaine forme d'équilibre. On est 2025, donc c'est un futur proche. On peut quasiment parler d'une dystopie actuelle. Le ton semble intéressant. L'écriture semble assez nerveuse. En
parallèle avec ce que l'on connaît avec le virus actuel, il y a peut-être une certaine forme de critique écologique, politique, sociologique à faire. Il y a sans doute, du moins, une demande qui va être faite pour vous, pour, je vous le rappelle, là, La fin des hommes de Christina Sweeney Baird chez Gail Meister. Et je termine avec quelque chose, ça vient tout juste d'arriver, c'est encore chaud, j'ai pas mis, mais pas du tout le nez dedans. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il faudrait peut-être quand même l'avoir, c'est sans doute quelque chose qui va donner un incontournable, parce que c'est Stuart Turton, celui qui a écrit Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, et ce roman-là était génial. C'était tellement bien, et c'était le mix parfait entre Agatha Christie et de l'autre côté Stephen King. Alors, vous prenez Agatha Christie, Stephen King, vous les mélangez, vous brassez ça ensemble, ça donnait ce roman-là. Alors, un roman qui se passait dans un manoir avec plein de terreur, l'enquête, tout ça, c'était fascinant. Ici, l'étrange traversée du Sardane, c'est justement quelque chose qui se passe sur un bateau qui quitte les Indes pour Amsterdam. Eh bien, quand ça se passe sur un bateau, on parle de huis clos, encore une fois, on parle de situations contraignantes, étouffantes. Mort sur le Nil, on retrouve encore à ce moment-là peut-être un peu d'Agatha Christie. Et bien sûr, le bateau serait-il hanté, ses occupants maudits? On retrouve encore Stephen King. Je ne parlerai pas de recettes ici. Je parle peut-être uniquement de style, de ton, de ligne directrice d'écriture de l'auteur. Ça semble hyper efficace. En tout cas, moi, je vais mettre le nez dedans. Et puis, ce serait intéressant que peut-être certains de vos lectrices, certaines de vos lectrices, certains de vos lecteurs vous le demandent, vous allez voir. Pensez à vous le procurer. Il y a la matière de lecture, du plaisir d'été en plus dans tout ça. J'ai passé à travers ma très longue pile. Mon nom est Maxime Viano. Je vous ai présenté les incontournables, la section polar et un peu littérature de l'imaginaire pour les incontournables du mois de mai à la librairie Monet. Entre-temps, bonne lecture à vous. On se retrouve bientôt.